Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Anne-Lise Gastaldi. Bonjour. Bonjour Frédéric. Je vous avais reçu il y a quelques temps à propos de la parution d'un album. Alors c'est livre 10, disque livre. Ça, le terme, on peut avoir des choix infinis. Consacré à Mahler intime. Et là, c'est à propos de la parution d'un double album consacré à Marcel Proust. Un écrivain dont on parle beaucoup actuellement. Oui, cette année, on est... Et hors micro, quand je vous avais reçu pour parler de Mahler, je sais pas, la conversation avait roulé sur Proust, qui est votre grand amour littéraire. Oui, grand amour littéraire de ma vie, je peux le dire ainsi. Et alors, sans vouloir être grossier, ça a commencé quand, Anne-Lise Gastaldi ? On va pas dire les années, mais on va dire à quel moment dans votre vie ? Ça a commencé quand j'étais adolescente, à l'âge de 15-16 ans. Et Proust ne m'a plus quittée depuis. Donc vraiment, sur un texte des Clochers de Martinville, qui est un texte que j'adore et qui m'a immédiatement fait penser à une pièce que je travaillais alors, La Vallée des Cloches de Ravel. Et Proust, ça a été une révélation, enfin, ces émotions qu'on peut ressentir très jeune. Et je me suis lancée dans la lecture de la recherche assez jeune, par hasard. C'est étonnant que vous parliez de La Vallée des Cloches de Ravel, donc le dernier des miroirs. C'est un côté, un temps qui s'écoule comme ça, presque une immobilité dans cette œuvre, Anne-Lise Gastaldi. Oui, il y a une immobilité, il y a aussi une spatialisation des choses. Dans ce texte de La Vallée des Cloches et dans le texte des Clochers de Martinville, on voit à divers endroits des choses qui changent et dont l'aspect ne demeure pas le même. Et c'est pareil en musique et c'est pareil dans la vie. Alors cet album qui vient de paraître pour les éditions Elstir, votre label, écrit dans une sorte de langue étrangère, déjà le titre... il est très très beau. Oui, c'est un beau titre et c'est un titre un peu énigmatique qui me plaisait beaucoup puisque c'est une phrase qui est issue du Contre Sainte-Beuve qui a donné naissance, qui a été le point de départ, enfin un des points de départ de la recherche, et où Proust dit « Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère et chaque contresens qu'on y met, chacun de nous, est beau ». Enfin, là, je ne cite pas mot à mot. Oui. Hein, on ne va pas vous demander de citer La Recherche du temps perdu de mémoire, Anne-Lise, malgré votre culture immense. Vous me rassurez parce que je serais bien embêtée. C'est pas une interro surprise. Oui. Le sujet est tellement riche que de toute façon, il ouvre la porte à d'infinies discussions et mystères. Alors, ce qui est incroyable que ce double disque, c'est l'affiche que vous avez réunie, c'est-à-dire, on se croirait à Hollywood, quoi. Vous avez fait un Proust hollywoodien, puisque on trouve deux grands comédiens de la comédie française, Loïc Corbery et Clément Hervé Léger. Alors, Loïc Corbery, il a écrit un texte et puis il dit deux textes de Proust. Clément Hervé Léger, lui, il participe en écrivant un très beau texte qui accompagne ce disque. Et puis, il y a... vous êtes au sein de ce trio Georges Sand, que vous avez créé avec Diana Ligeti au violoncelle et Virginie Buscaille au violon. Donc un trio qui existe depuis un certain nombre d'années, qui tourne autour de projets comme ça, très précis. De projets toujours, j'allais dire, façonnés par rapport à un objectif soit littéraire, soit musical, bien entendu, mais qui fait toujours l'objet d'une réflexion à trois et qui est toujours fondé sur... nos programmes sont toujours fondés sur des fils d'or et sur une vraie démarche de réflexion. D'ailleurs, la première fois, je crois que c'était Virginie Buscaille que j'avais eu le plaisir d'accueillir, c'était pour votre disque consacré à Fanny Mendelssohn, puis après il y a eu Mahler, et là aujourd'hui Proust, il y a eu d'autres disques. Entre-temps un disque Basile, le peintre, puisque nous avions joué au Festival de Montpellier en miroir avec l'exposition Basile qui avait lieu à l'époque, et donc un projet musical autour de la peinture, et voilà maintenant pour ce label-là, en tous les cas. Proust, alors vous avez réuni tout un fan club, entre guillemets, proustien. Alors, il y a tellement de textes, il y a tellement d'œuvres, parce que il y a un premier disque qui s'ouvre par un extrait de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, lu par Loïc Corbery, ce merveilleux acteur de la comédie française, comme on dit au générique des films. Et puis, il y a aussi un texte extrait du Contre Sainte-Beuve de Proust. Et entre, votre trio interprète le trio L'Archiduc de Beethoven. Alors, on connaît la place que Beethoven tenait dans le cœur de Proust.
Ah oui. Notamment les derniers quatuors. Les derniers quatuors, et Beethoven écrira, je crois que c'est Madame Strauss, à la fin de sa vie, ma principale Proust, vous voulez dire. Proust. Vous les confondez tellement dans votre amour voilà. entre Exactement. la musique et la littérature. Exactement. C'est pour voir si je suivais Ah oui, Anis oui, alors vous Gastaldi. suivez bien, et heureusement vous me reprenez. Proust, Mais c'est un beau lapsus. à la fin de sa vie, dira ma principale nourriture spirituelle est Beethoven, effectivement, avec les derniers quatuors. Ce qui est quand même, ce qui atteste d'une culture musicale importante, parce que les derniers quatuors de Beethoven, après tout Proust, il est né en 1871, pardon. Oui, 71. Vous avez vu, je suis moins pointu que vous, Ouais. Anis Gastaldi. Et donc, il est né en 1871. Après tout, Beethoven, il était mort moins de 50 ans avant. Et ces derniers quatuors, on ne peut pas dire qu'ils étaient abondants dans les programmes de concert. Non, mais quand même, Beethoven restait le modèle, restait le compositeur. Vous savez, il y a ce fameux tableau de Dannhauser, je crois, où on voit Liszt qui joue avec le buste de Beethoven qui contemple le piano, et Liszt au piano avec Marie Dagou assise à côté. Quand même, Beethoven reste la grande figure. Oui, mais enfin, Liszt, c'est un grand pianiste, grand compositeur, mais Proust, c'est un homme très très cultivé, mais de là à justement écouter comme ça les derniers quatuors de Beethoven, ça dénote aussi une grande culture musicale. Une grande culture musicale et une compréhension musicale assez incroyable, puisque quand même les derniers quatuors sont effectivement difficiles, restent des quatuors difficiles à écouter, enfin. Oui, même aujourd'hui, ils nous paraissent d'une modernité. Voilà. Je crois que c'est Stravinsky qui a parlé de la modernité, mais je dis peut-être une bêtise, en disant une œuvre moderne en son temps reste moderne pour l'éternité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute le Sacre du Printemps, on a toujours le même choc. Cette œuvre était d'une modernité inouïe. On écoute aujourd'hui le Sacre, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est moderne, et on est pourtant plus d'un siècle après. Alors vous interprétez au sein de votre trio Georges Sand avec Virginie Buscaille bien sûr au violon et Diana Ligeti au violoncelle, le trio L'Archiduc, autre chef-d'œuvre de Beethoven, puisque bien sûr vous n'alliez pas vous amuser à jouer un quatuor à vous trois. Et pourquoi ce choix de ce trio L'Archiduc ? Alors ce choix, parce que dans un magnifique texte des Jeunes filles en fleurs, dont justement Loïc Corbery parle, c'est le texte qui ouvre le disque, où il parle de la postérité des œuvres et de la modernité des œuvres. En fait, c'est écrit dans une sorte de langue étrangère, mais en parallèle, dans notre esprit, ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui nourrit la modernité ? C'est le passé. La modernité prend évidemment ses racines dans le passé. Donc nous voulions partir d'une grande œuvre du répertoire, en l'occurrence l'Archiduc, parce qu'il y a un texte dans Les Jeunes filles en fleurs, si je ne me trompe pas, où Proust parle des dédicaces aussi, de l'importance des dédicaces. Et ce trio à l'Archiduc, qui est un des plus grands trios, une grande œuvre du répertoire pour trio, nous semblait être le point de départ de cette démarche vers la modernité. Et le premier disque est consacré à ce point de départ, avec les deux textes qui encadrent l'Archiduc, lu par, donc, comme vous le disiez, par Loïc Corbery. Et ce trio de Beethoven nous semblait être le meilleur point de départ pour aller vers la modernité, qui est l'objet de l'autre disque. Alors Proust, on le rappelait, on l'a beaucoup rappelé, on célèbre le centenaire de sa mort, donc en 1922, je crois que c'est le 18 novembre prochain, qu'on célébrera exactement la date de sa mort. Bon, je l'ai dit, Anis Gastaldi, est inutile de le souligner compte tenu de la parution de ce disque. C'est votre grand amour littéraire. Mais qu'est-ce qui fait que... Parce que là, il y a 3 expositions. Rien qu'à Paris, il y a eu une exposition au musée Carnavalet, il y a eu une exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y a actuellement une exposition à la BNF, 3 expositions complémentaires très riches les unes et les autres. Qu'est-ce qui fait que, parce que d'autres écrivains géniaux, il y en a, Balzac, Flaubert, on peut chercher, on va en trouver des dizaines, mais qu'est-ce qui fait que Proust a cette place qu'il occupe et qu'il y a une secte des adorateurs de Proust ? Ah oui, on peut le dire, oui. Parce que moi j'ai une passion pour Balzac ou d'autres écrivains, oui. Mais on n'a pas la même relation qu'avec Proust. On n'a pas la même relation, peut-être parce que Proust est sans doute, en tous les cas pour moi, ou pour beaucoup, celui qui nous révèle à nous-mêmes, celui qui sait le mieux nous révéler à nous-mêmes en lisant cette œuvre quand même
incroyable qui est un voyage à chaque fois et qu'on peut lire à plusieurs niveaux. Vous me direz que c'est le propre des grandes œuvres, des grands génies, c'est-à-dire que c'est sans fin. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, mais Proust, c'est un cas à part quand même. C'est un cas à part. Et je vous avoue m'être posé la question quand la conception de cet ouvrage, de cet objet un peu insolite s'est posée à moi, de me dire, ma pauvre Anne-Lise, est-ce que tu sais qu'en 2022, il va y avoir foison de production autour de Proust et que ça va être noyé. Mais je ne pouvais pas... C'est pas noyé, parce que c'est très à part. Oui, alors, c'est adorable. Merci. Oui, je voulais faire quelque chose d'à part et justement qui parte finalement de Proust pour nous emmener ailleurs. C'est-à-dire, je ne pouvais pas ne pas rendre hommage à un écrivain qui a été plus qu'un guide, qui est une raison de vivre, d'exister. Je le dis sans exagération, c'est-à-dire que ferait-on sans l'art ? C'est finalement ce que le narrateur vit à la recherche du temps perdu. La vraie vie, c'est la littérature. Qu'est-ce qu'on fait sans l'art actuellement dans notre monde je n'allais pas dire affreux, parce que notre monde reste merveilleux, mais dans ce monde, que fait-on sans l'art ? On peut guère s'élever beaucoup au-dessus de tout ce qui nous peine et qui nous fait du mal et qui fait du mal, et l'art est essentiel, l'art est vital. Donc pour moi, cet hommage, il était de toute façon nécessaire, qu'il y ait du monde autour, toutes ces expositions, et je devais cela à Marcel Proust. Ça aurait été quand même bizarre que vous, qui êtes tellement amoureuse de cet écrivain, de sa littérature, vous ne fassiez rien. Ça aurait été pour le moins intriguant, au prétexte que beaucoup d'autres ont fait. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, nous sommes justement dans un monde où il faut, pour que les choses existent et pour qu'elles puissent avoir une vie, il faut avoir un peu d'espace. Et c'est vrai que l'espace autour de Proust en cette année 22, il est restreint et dans le fond, peu importe. Oui, mais parce qu'il y a eu beaucoup de projets, Proust, Reynaldo Hahn, la sonate de Vinteuil, dans cette fameuse sonate dont on ne sait si elle est tirée de la première sonate de Saint-Saëns, de la sonate de Franck, ou de la première sonate de Fauré, ou si c'est un mélange de tout cela et d'une autre sonate imaginaire. Il y a eu tout ça, il y a eu son amitié avec Reynaldo Hahn. Quand on parle musique, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et vous avez fait œuvre d'originalité. Oui. Et ce que je souhaite dire, c'est que j'ai fait œuvre d'originalité sans vouloir être original à tout prix. C'est que c'était ce qui s'était imposé à moi depuis bien longtemps, à savoir le festival que nous avions créé avec Pierre Ivanov depuis 2012 voulait à chaque édition inviter un compositeur contemporain. Donc nous voulions voir... inspiré par Proust, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Donc c'est ce qui s'est fait avec ce projet. C'est avec les artistes d'aujourd'hui, avec des artistes qui ont des choses à exprimer, quel rôle peut jouer un grand écrivain ? Voilà, c'est ça. Alors juste une parenthèse, que vous dites que vous êtes mise à... Votre passion pour Proust est née quand vous aviez 15-16 ans. C'est quand même un âge... moi, je vous avoue qu'à cet âge-là, j'y comprenais rien à Proust, parce qu'il y a toute cette dimension du temps qui passe, et cette temporalité. À 15-16 ans, il faut être particulièrement pointu pour appréhender tout ça, ce temps, cette dimension. Et on peut trouver que cette littérature, elle est imposante ou ennuyeuse, et n'en comprendre le sens que des années après. Absolument. Mais je crois que chacun de nous a un moment qui est le moment, le vrai, propice pour la rencontre avec les grandes œuvres. J'aurais pu être confrontée à la recherche et avoir cette révélation des années plus tard. Vous savez, il y a des ouvrages que j'achète ou des tableaux que je vois ou des compositeurs que je joue et qui me passent, comme on dit vulgairement, au-dessus. Et on range le livre dans un rayon de sa bibliothèque où on oublie, et quelques temps après, tout d'un coup, c'est le moment, c'est le vrai moment. Il se trouve que quand j'ai lu Proust si jeune, beaucoup de choses m'ont inévitablement échappé. C'est normal, mais la rencontre, c'était cette rencontre à ce moment-là. Et peu à peu, au cours des années,
se sont révélées à moi bien d'autres choses, parce que c'est comme quand vous lisez Shakespeare, il y a une première lecture où il y a, même au théâtre, ça s'adressait à tous les publics. Il y a plusieurs strates dans les grandes œuvres. Donc ce qui m'a touchée à ce moment-là, c'est ce qui m'a touchée plus tard, mais bien d'autres choses se sont révélées à moi plus tard. Donc on dit toujours Proust, ah oui, c'est une montagne. Non, Proust n'est pas une montagne, on s'en fait une montagne. Et moi, j'ai travaillé avec des projets pédagogiques, avec des collégiens et avec des lycéens sur Proust. J'en fais un bientôt au CNSM de Lyon, où j'enseigne. Et ben, je peux vous dire que des collégiens s'emparent de Proust sans problème. Alors Anis Gastaldi, oui, parce qu'on oublie quand même que vous êtes pianiste, musicienne, en parlant de littérature depuis le début de cet entretien. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous parlez de peinture, littérature, de choses dont la compréhension vous est venue des années après les avoir lues ou vues. Et en musique, il y a des partitions que vous avez étudiées, travaillées, soit quand vous étiez étudiante, soit après. Et en fait, vous n'en comprenez vraiment le sens que des années après, en les rejoignant. Vous pensez à des choses ou alors je vous cueille à froid là? Non, je pense à des choses. Je pense précisément à Beethoven ou à Mozart. Ou à Mozart qui, quand on est très jeune, on trouve, je n'ose pas dire Mozart niaiseux, mais on se dit, oh, c'est simple, Mozart, Et des années après, tout d'un coup, se révèle, émerge en nous, en reprenant une partition, une sonate, en reprenant quelque chose, émerge cette grâce qui est tellement au-dessus et où on se dit, oh, mon Dieu, mais comment ai-je pu passer à côté de ça? Comment ai-je pu jouer ça sans en avoir l'essence du sens profond? Alors dans ce disque consacré à Proust, ce double album avec un texte, je crois de plus d'une 60aine de pages, avec de multiples auteurs qui sont à la fois des compositeurs, vous, et puis des interprètes comme Charles Heisser, merveilleux pianiste, à la fois pianiste classique et pianiste de jazz, on va en parler. Il y a un lien auquel j'avais jamais pensé, mais vous êtes là pour ça, Anis Gastaldi, c'est-à-dire qu'il y a une œuvre de Noriko Baba, compositrice qui fait un lien entre Proust et Mahler. Ça, j'y avais jamais pensé, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment contemporains. Mahler, il est né en 1860, Proust en 1871. Mahler, il est mort à 51 ans en 1911 et Proust à 51 ans en 1922. Tous les deux des mères juives, tous les deux bien torturés. Et le lien m'était jamais venu à l'esprit. Vous faites. Il est évident. Mais c'est ça qui est merveilleux, vous savez. Ce sont ces liens qu'on fait nous-mêmes et qui s'imposent à nous. Tout d'un coup, une sorte de pont se jette entre certains compositeurs. Et effectivement, avec Mahler, le rapport au ton, le rapport au trivial, le rapport au... Et puis le côté quand même révolutionnaire. Absolument. La musique est entrée dans un patrimoine romantique, post-romantique, et lui, il fait exploser les formes comme Proust le fait. Exactement. Et en l'occurrence, avec Noriko Baba, donc cette compositrice dont vous parliez, qui part de la nature pour écrire cette pièce contemporaine tellement joyeuse et tellement pleine de vie, c'est la nature qui a une place évidemment essentielle chez Proust, avec Ruskin, la référence à Ruskin, et puis avec les pages dans la recherche sur la nature sont avec des métaphores sublissime, et chez Mahler évidemment la nature est très présente, donc c'est capital ce lien-là. Alors Anis Gastaldi, justement une des idées du disque, alors, il y a un premier disque où il y a Loïc Corbery qui lit des extraits de La Recherche, La Longue Refuse en fleurs, et un extrait de Contre Sainte-Beuve avec le trio L'Archiduc que vous interprétez aux côtés de Virginie Buscaille et Diana Ligeti. Et alors le disque 2, alors lui on part dans une direction totalement différente, puisque ce sont des créations contemporaines. Alors, avec un de vos... Alors, il y a Noriko Baba, qu'on connaissait déjà, vos précédents travaux, entre guillemets. Gérard Pesson, avec lequel vous avez déjà fait beaucoup de choses. Oui, parce que c'est un Proustien aussi. Voilà, ce n'est pas anodin. Hein. Gérard Pesson est un Proustien extraordinaire. Et donc, effectivement, Gérard Pesson... C'est là où intervient Clément Hervieux-Léger. Voilà, sur les mélodrames, sur le texte de Proust, Reynaldo Hahn avait à l'époque, dans Les plaisirs et les jours, mis en musique les poèmes de Proust, et pas tous. Et donc Gérard Pesson se charge d'en faire deux supplémentaires, les portraits de musiciens. Et effectivement, c'est Clément Hervieux-Léger qui répond d'ailleurs dans le livret, qui parle du fait de déclamer, enfin de la difficulté de déclamer le mélodrame. C'est quand même particulier parce que
c'est quelque chose. Il y a le mot drame, mélodrame. Il déclame, on peut dire, les 2 poèmes de Marcel Proust. Et puis il y a la participation de quelqu'un, alors je ne sais pas comment le qualifier, pour moi c'est presque un génie, Jean-Frédéric Neuburger, Oui, oui, pianiste extraordinaire, compositeur magnifique. Enfin, oui, absolument. Il est complètement hors norme, Jean-Frédéric Neuburger. Complètement. Ça a été un de vos élèves? Non, ça n'a pas été un de mes élèves, mais il est venu au Journée musicale Marcel Proust une année, et il avait donc écrit une pièce pour violon seul. Il est de la famille il est issu de la famille de Proust. Hein. Ah bon? Oui, j'ignorais. Oui. Il a dans ses ancêtres, par Bergson, il est lié au Proust, donc il y a un rapport à Proust. Donc, du côté de la mère de Madame Veil. Absolument. Des liens familiaux et des liens évidemment d'acquaintance. Voilà, donc il avait accepté d'écrire cette pièce et qui est magnifique, qui est jouée par vraiment une merveilleuse violoniste. Il y a Kono. Et il a un texte aussi, il a écrit un texte, Jean-Frédéric Neuburger. Oui, il a écrit un texte très... Vous les avez fait bien travailler, vos amis, confrères, musiciens, acteurs, compositeurs. Oui. Vous leur avez quand même demandé, parce que pour vous, ce travail, il est gigantesque, ce travail que vous avez consacré à Proust. Oui, je dois le dire. Mais vous avez aussi des participations aussi. Oui, ça me semblait important pour ce disque-là que chacun puisse s'exprimer, tous les artisans de ce disque, c'est-à-dire tous les compositeurs, le facteur de piano Stéphane Pollello, sur lequel j'ai joué l'archiduc et les mélodrames, qui puissent s'exprimer aussi, parce que ce ne sont jamais des choix gratuits, évidemment, de choisir un piano, de choisir un lieu. Celui qui s'est chargé de la direction artistique et de Franck Jaffrès, grand preneur de son. Voilà, qui est tellement exceptionnel et qui, lui aussi, écrit un texte. Les compositeurs, effectivement, ceux qui parlent, chacun a pris la parole, plus évidemment des invités un peu particuliers en littérature. Et puis Gabriel Margiry qui termine ce disque à l'orgue. À l'orgue. La présence de l'orgue me semblait indispensable. D'abord parce que Gabriel Margiry est un organiste que j'admire beaucoup et que je connais de longue date, quasiment du temps où j'ai eu cette révélation proustienne. Vous voyez, nous étions au collège ensemble, avec Gabriel Margiry, au conservatoire de Nice. Donc, c'est une vieille connaissance, c'est un organiste merveilleux, il compose, et cela me semblait important de terminer avec l'orgue pour plusieurs raisons. C'est inattendu, je dois vous dire. Oui. Pour nous. Ah oui, je m'en doute. Tout d'un coup, cette dernière plage du disque, avec la soufflerie de l'orgue, qui pour moi a un lien avec l'asthme de Proust et avec une respiration tout d'un coup qu'on entend, on se dit quel est ce bruit. Nous nous sommes d'ailleurs un peu chamaillés à ce sujet avec lui parce qu'il aurait souhaité enlever ce souffle du disque. Et moi je trouve que ce souffle a une présence bien particulière et très intéressante. Et terminé par l'orgue, l'orgue c'est aussi un instrument qu'on entend dans une église quand il y a un enterrement. Et pour moi, la présence de l'orgue, c'était aussi l'hommage pour le centenaire de la mort de Proust. Donc, c'était important de terminer là-dessus, terminer avec l'orgue. Ce qui est étonnant avec Proust, je vais peut-être dire un truc absurde, mais un écrivain comme Balzac, quand on lit sa biographie, il avait l'air extrêmement sympathique, on aurait eu envie de le connaître. Enfin, il y a à côté. Proust, tout le monde on se retrouve dans Proust et on se dit c'est incroyable parce que. Et puis en fait, il est quand même un peu insupportable quand on lit ce qui a trait à sa personnalité. Je me souviens à l'exposition à Carnavalet, il y avait Cocteau qui parlait d'un restaurant où il avait croisé Proust. Il lui a demandé d'écrire, il lui a envoyé une lettre après de 3 pages en lui demandant de dire quelque chose à quelqu'un. Et au bout des 3 pages, il lui a dit non mais ne dites rien. Enfin, on a l'impression que les rapports avec lui étaient monstrueusement compliqués. Alors, je crois qu'il y a 2 aspects de la personnalité de Proust que j'ai l'impression de connaître un peu. C'est la magie à force de lecture, de correspondance, d'ouvrages. Mais il y a ce côté dont vous parlez qui est
vraiment incontournable, la personne infréquentable, disons-le, qui arrivait à la fin des soirées, que tout le monde, il arrive à cette heure-ci avec sa pelisse et qui tout d'un coup prenait la parole et vous tenez la jambe, voilà, pendant des heures et parler. Oui, même Céleste, elle dit qu'il revenait le soir, pendant des heures, il lui racontait son dîner, elle restait debout. Exactement. Bon, elle a été admirative totalement. Céleste, c'est une déesse. Mais en même temps, ça devait être quand même, pour une femme qui avait travaillé toute la journée à son service, d'être obligée de l'écouter comme ça pendant des heures. Mais je crois qu'elle avait tellement conscience de qui était cet homme que elle, avec sa condition de entre guillemets, de femme du peuple, enfin qui était à son service, elle a compris à qui elle avait affaire et elle guettait cette sonnette le matin, elle gardait comme elle le préservait, donc c'était extraordinaire. Mais c'est vrai que toutes ces lettres qu'il envoie, alors peut-être vous devriez venir me voir, mais si jamais je ne suis pas bien et que peut-être finalement je peux vous voir après, mais toutefois tentez de venir me voir. Il y a une infinité de lettres comme ça. Et quand il arrivait au Grand Hôtel, alors je veux la chambre avec personne à côté pour les bruits, et puis surtout personne mais je ne veux pas être trop à droite, mais pas trop ici, infréquentable. Mais il y a quand même de nombreux témoignages sur l'homme qui était tellement drôle et qui avait un don pour refaire les autres. Il avait le don de l'observation, donc il pouvait refaire quelqu'un d'une manière, paraît-il, incroyable. Il était drôle, il était d'une gentillesse inouïe. Il était, alors ça pouvait paraître parfois obséquieux, il devait parfois être obséquieux. Il y a un très beau livre d'ailleurs sur Proust à Cabourg, Proust et son père, par cet avocat que vous connaissez peut-être. Ah oui, Pechnard. Pechnard. Oui, malheureusement, décédé, grand avocat. Voilà, grand avocat. Qui a écrit 3 beaux livres sur Proust. Et alors lui relate dans ce livre, qui a été un de mes livres préférés quand j'ai commencé à lire Proust à Cabourg. Et on voit cette manière de donner les pourboires, de distribuer des pourboires absolument insensés et de se faire rendre la monnaie sur des pourboires, mais enfin, pour pouvoir donner un pourboire à quelqu'un d'autre, enfin des choses insensées. Et Christian Pechnard a écrit un livre admirable là-dessus, sur cet aspect de la personnalité de Proust. Oui, cette personnalité, effectivement, qui est tellement riche et puis tellement hors du commun. C'est ça, diverses facettes, comme les personnages de la recherche, comme Madame Verdurin, qui est affreuse à un moment donné. Oui, enfin, elle peut être très méchante, Madame Verdurin. Très méchante. Quand on pense à la manière dont elle traite Charlus. Exactement, la mise à mort de Charlus. La prisonnière avec Morin. Enfin, oui. Voilà quelqu'un qu'on n'a pas envie de fréquenter, Madame Verdurin. Non, on n'a pas envie de connaître la patronne. Je pense pas que vous auriez aimé jouer devant elle, Louis. Non, certainement pas. Mais en même temps, on se rend compte après, il y a un autre moment du roman où on apprend que les Verdurins, pour aider, je crois que c'est Sagnette, oui, c'est ça. Donne de l'argent. Oui. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Oui, c'est vrai que tout le monde a 2 personnalités. Voilà. Proust n'est jamais totalement manichéen dans sa manière de décrire les personnages. Il y a quand même des personnages qu'on déteste dans la recherche, mais le baron de Charlus aussi, lui qui peut être si affreux et oui, de plus ça l'orgueil avance et plus on a de la sympathie pour lui. Oui. Et voilà, alors voilà un sujet infini, Marcel Proust. Je vais quand même dire les noms des autres personnes qui ont participé à ce disque. Mais il y a tellement de monde, je vous dis, on dirait un générique hollywoodien. Alice Gasselli, je ne sais pas comment on pourrait m'accuser c'est ce qui se passe. Quelquefois, j'ai une pensée un peu en arborescence. Alors, j'ai voulu joindre le maximum de profils différents pour écrire sur cet auteur. Et c'est ce que je voulais avec ce livre-disque. Non, mais continuez. De toute façon, si on s'attaque à Proust, la concision n'est peut-être pas la qualité. Voilà, exactement. Voilà. Alors, il y a Pierre-Yves Massé qui a composé Les sons n'ont pas de lieu, et Charles Esser qui livre 2 improvisations. Magnifique improvisation. Alors lui, ça a été un de vos élèves. Lui, ça a été un de mes élèves pendant 14 ans, ce qui ne me rajeunit pas, évidemment. Formidable pianiste. Oui, extraordinaire pianiste, absolument unique et qui a quelque chose de bien particulier à livrer. Quelqu'un qui va faire un long chemin et qui est un immense artiste. Donc à la fois pianiste de jazz et pianiste classique. Jean-Frédéric Nauburger, on en parlait. Philippe Leroux aussi.
Mauro Lanza. Alors ça, c'est très très beau aussi. Cette Oh œuvre, oui. John Conway, une gondola. Ouais, oh oui. Une pièce tellement pleine d'humour et tellement drôle à écouter, à l'idée du jeu aussi, mais tellement tragique, hein, parce que l'idée de Proust à Venise et des gondoles, on ne peut s'empêcher de penser au départ de Madame, de la mère du narrateur qui doit s'en aller. Il entend Solémie, et il ne la rejoint pas, et c'est un moment tragique de la recherche, où il est trop tard pour qu'il la rejoigne. Et voilà. Mais là, cette pièce Mauro Lanza, c'est toujours une imagination et quelque chose d'un peu drôle. Et cette pièce qu'il décrit très bien dans son texte, hein, où il en parle très bien, je ne veux rien révéler, parce que je trouve très drôle l'inspiration de cette pièce musicale. Et puis donc Noriko Baba, on en a parlé, Gérard Pesson, on en a parlé, Charles Esser, Gabriel Marguerri. Alors, pour terminer, Annelise Gastaldi, encore une fois, je pourrais vous recevoir des heures sur ce projet, sur Proust, sur la musique, sur vous, sur le trio Georges Sand. Malheureusement, on n'est pas comme dans La recherche du temps perdu, on est obligé de mettre un terme, Oui. mettre le mot fin. On doit mettre le mot fin. Mais est-ce qu'il y a des gens que vous appréciez dans la vie, dont vous êtes amis, et qui vous disent, bon, Proust, excuse-moi Annelise, mais vraiment, je n'y arrive pas, j'ai essayé. Oui, bien sûr. Et puis, bien ça sûr. change rien à votre amitié. Ah bah alors, il manquerait plus que ça. Il y en a des tas. Et simplement, je suis quelqu'un de têtu et d'obstiné. Et je pense qu'un ouvrage comme celui-ci, où on peut voir, il y a aussi des écrivains qui ont écrit comme François Hartog ou Belinda Cannon ou d'autres, Elsa Fotorino, Oui, j'ai oublié de la citer. Elsa et Fotorino. de street artistes qui ont. Il y a Cyril Gouillet. Il y a tellement de choses que j'ai oublié de citer plein de choses. Des street artistes qui ont peint des murs qui se sont inspirés de Proust. Donc, je ne déclare jamais forfait. Et je sais que pour les grandes œuvres, les grands compositeurs, les grands écrivains, il y a une porte d'entrée et que chacun doit trouver la sienne à un moment donné. Oui, mais enfin, il y a des grands écrivains dont on me parle. Je me dis, bon, bah, attendez, c'est peut-être un grand écrivain, mais ça ne me touche pas. Mais ça vous touchera peut-être un jour. On peut comprendre que Proust, il y a des gens que ça ne touche pas. Oui, ça ne les touche pas, mais faites l'expérience. Vous sortez une petite citation ou quelques phrases de la recherche. Vous ne dites Sans dire d'où ça vient. Vous ne dites pas d'où ça vient. Et vous les offrez à lire à quelqu'un qui vous dit détester Proust, qui va vous dire waouh, qu'est-ce que c'est beau, c'est qui? Ah ben voilà. Eh ben on dira c'est Proust et on dira eh bien tu n'as qu'à te procurer écrit dans une sorte de langue étrangère le double disque réalisé pour la Belle Estir avec tous ces artistes qu'on a évoqués, cet album qui est à la fois merveilleux à lire, magnifique à regarder et magnifique aussi à écouter. Annelise Gastaldi, il me reste à vous remercier infiniment. C'est moi qui vous remercie. Pour illustrer cet entretien avec la pianiste Annelise Gastaldi, je vous propose de l'écouter interpréter aux côtés des deux autres membres du trio, Georges Sand, Virginie Buscaille au violon et Diana Ligeti au violoncelle, les deux derniers mouvements du trio L'Archiduc, 7e trio de Ludwig van Beethoven. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.